Salut la team rentable, ici Yann Darwin, bienvenue, tu es sur la chaîne des finances personnelles et de l'investissement. Et aujourd'hui, on est dans la playlist crypto, on va parler crypto, on va s'intéresser au Bitcoin. On est le 1er mars, on va faire en sorte de faire un overview de ce qui va possiblement se passer sur le mois de mars et sur les semaines qui viennent. On va faire un point de où on en est maintenant et on va toujours, on est toujours dans notre quête de timer le bon moment, ou en tout cas de timer des prises de profit, de timer possiblement le prochain ATH pour sortir, on l'a bien compris. On est plutôt en phase de sortie là, qui va s'amorcer sur le marché plutôt qu'en phase d'entrée. Bien sûr, ça va dépendre des actifs. Sur le Bitcoin, on l'a vu, on évite de rentrer en marché vertical. Donc, on est plutôt en retard si on se décide à rentrer maintenant sur le Bitcoin. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Mais il y a plein d'alts, on l'a vu dans d'autres vidéos, qui sont moins verticales, moins violentes et finalement en retard sur le roi Bitcoin, sur lesquels on peut encore timer certaines entrées. C'est pas ce qui va nous intéresser sur cette vidéo. Ce qui va nous intéresser sur cette vidéo, c'est justement le roi Bitcoin. Où est-ce qu'il en est maintenant? Où est-ce qu'il va? Parce que de toute façon, on le sait, on l'a vu, on le voit à chaque fois, on le voit depuis le début et depuis toujours avec les cryptos. Quand le Bitcoin fait quelque chose, les autres suivent. Il y a une corrélation qui est très forte entre Bitcoin et les autres cryptos pour plein de raisons, notamment de liquidité, d'échange et de niveau tout simplement investi, d'argent investi dans cet actif-là, qui est largement supérieur aux autres. On voit très bien la dominance du Bitcoin sur les autres cryptos. Donc on se dit que si jamais on arrive à timer du mieux possible ce possible ATH et surtout le moment où le marché, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, va devenir débile, va devenir idiot, va devenir complètement irréaliste et là, on prend nos clics et nos claques à ce moment-là et on se casse. Donc, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va du coup s'intéresser pas mal, enfin, on va utiliser pas mal de charts et d'indicateurs qu'on trouve sur Glassnode. Glassnode, très rapidement, on va y revenir. C'est un site, Glassnode Studio, qui est super bien foutu parce qu'on y trouve justement plein d'indicateurs techniques et au-delà de techniques et de graphiques, même j'ai envie de te dire fondamentaux, mais qui sont exprimés sous forme graphique. Mais tu vas voir qu'on va beaucoup plus loin que l'analyse graphique de base. J'ai absolument rien contre l'analyse graphique, mais qu'on peut faire ci et là, puisque là, on va aller chercher le petit détail, le détail qui tue, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, beaucoup d'indicateurs sur Glassnode. Glassnode, c'est un outil que tu peux utiliser toi-même, qui est tout à fait public. Par contre, les abonnements sont chers, voire même très chers. Donc, ça peut aussi te permettre... moi, c'est mon but dans ces vidéos, c'est de te faire gagner soit du temps, soit de l'argent et t'éviter de faire des conneries si possible. Donc là, ça peut t'éviter, je pense, une bonne dizaine d'heures de recherche et de payer un abonnement. Et Glassnode, ils ont aussi une section Insight où, justement, ils donnent leurs propres analyses, eux, en tant que concepteurs, que chefs d'entreprise, et instigateur du truc. Et donc l'analyse d'aujourd'hui s'inspire également de ce qu'ils peuvent avoir eux comme analyse, même si tu vois, il y a des choses où je suis plus ou moins d'accord, des choses où je suis allé plus loin, des choses où je suis allé moins loin, bref. Mon but, c'est de te distiller l'info du mieux que je peux. Le petit disclaimer avant qu'on commence, je n'agis pas ici comme un professionnel de l'investissement. Quand bien même j'en aurais les qualifications, on est dans une discussion entre amis, comme on ferait dans un apéro. Mais comme tu le sais, j'aime bien aller un petit peu plus loin et imager et faire des recherches pour nous permettre finalement de tirer notre épingle du jeu. C'est ça le rôle d'un investisseur, c'est tirer son épingle du jeu sur le marché, c'est faire en sorte de ne pas être le mouton de panurge comme les autres et se faire éclater par les institutionnels, mais plutôt de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte d'aller de l'avant et de faire en sorte de gagner de l'argent tout simplement, parce que le but c'est pas d'avoir raison, le but c'est de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Alors, intéressons-nous tout de suite, si tu le veux bien, on va faire quand même vite fait un petit tour sur le graphe pour les retardataires. Qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Donc on est en plein bull run, je crois que là plus personne ne peut remettre les choses en question. On a éclaté le niveau extrêmement psychologique des 50 000, on a quasiment fait un bisou aux 60 000, et puis on a eu ce que certains appelleraient correction, mais qui n'est finalement qu'un mouvement de continuation sur ce marché-là. Résultat, depuis quelques jours maintenant, un petit peu plus d'une semaine, on est en perte de vitesse, on fait cette belle figure de consolidation où le scénario le plus probable, c'est que, comme on a pu le faire ici, on vient de dessiner un grand U et on vient
casser, tac, soit ici ou soit avec plusieurs essais, cette ligne de coup ici, hein, cette résistance qui ferait qu'on a le niveau suivant des 60 000. Si on vient le tester et le casser, ça sentirait très bon. Si en plus il y a des volumes, ça serait encore plus magnifique. Donc voilà l'idée. Comme on en a parlé la semaine dernière, là il n'y a pas péril en la demeure. Il y a plein de gens, en effet, peut-être un petit peu débutants ou nouveaux sur le marché ou qui ont acheté les plus hauts, puisque plus le marché va haut et plus il devient débile, plus on attire des nouveaux. Et en effet, il y a des nouveaux qui se disent voilà, ouh là là, c'est le haut, j'ai peur, j'ai peur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, graphiquement, on voit que ce n'est pas le plus haut, ou en tout cas on le sent, hein, on le présume, et on a un certain nombre d'indicateurs. Alors, on va commencer tout de suite avec le nombre de transferts sur les exchanges. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et tu sais que j'aime bien vérifier, enfin regarder en tout cas ce qui s'est passé dans le passé, notamment sur le précédent bull run, puisque ça nous donne quand même des indications de ce qu'il est susceptible de se repasser. On voit que lors du précédent bull run, il n'y a pas besoin d'un PhD en économie pour comprendre que les gens, ils veulent prendre des profits. Donc pour prendre des profits, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient leur Bitcoin ou autres crypto-monnaies sur les exchanges pour pouvoir les vendre. Et quand je dis les gens, il peut s'agir de toi, moi, investisseur classique, de mineurs qui auraient beaucoup de Bitcoin de côté dans leur coffre, ou d'institutionnels éventuellement. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sécuriser leur crypto bien souvent sur des cold wallets ou sur des ledgers, sur ce que tu veux. Ils ne vont pas les laisser sur les exchanges. Mais au bout d'un moment, quand ils veulent prendre des profits, il faut bien qu'ils renvoient ces cryptos-là sur les exchanges. Donc, ce qu'on a vu lors du précédent bull, c'est que il y avait une augmentation du nombre de transactions vers les exchanges, et que bien sûr on était un petit peu en retard, puisque c'est toujours pareil, tout le monde cherche à timer le haut, puis le haut arrive, et puis on pense pas que c'est le haut parce que ça se trouve, on pense que c'est encore une correction, et puis ça finit par être le haut, donc il y a un pic en retard, et puis les gens sortent après sur la descente. Là, cette fois-ci, si on vient zoomer un petit peu sur ce qui est en train de se passer dernièrement, on se rend compte que le prix augmente, on le sait, bull run, mais il n'y a pas énormément de transactions entrantes supplémentaires sur les exchanges. Donc tant qu'on ne commence pas à voir, et ça on va le surveiller, c'est aussi un indicateur intéressant, tant qu'on ne commence pas à voir, comme on a pu le voir ici, tu vois, en plus c'est marrant parce que ça arrive pile dans la dernière phase de débilité, tu vois, dans le bien vertical là. Là on a une belle augmentation des transactions entrantes sur les exchanges. Donc là, ce sera vraiment quelque chose à surveiller. Là, tu vois, pour l'instant, on est dans le plat, on est dans le range, donc il n'y a pas péril en la demeure. Mais là, si on voit que ça commence à péter les transactions entrantes, on surveillera ça. Il y a une deuxième façon de l'afficher, qui est les transactions nettes, cette fois-ci. Donc en gros, quand c'est rouge, les transactions nettes sont négatives, donc il y a plus de choses qui sortent. Il y a plus d'argent qui sort des exchanges qui rentre, plus de crypto. Et quand c'est vert, il y a plus de crypto qui rentrent dans les exchanges qui en sortent. Tu comprends le principe. Donc là, on a les derniers cycles, les 4 derniers cycles. Donc sur les cycles 2013-2014, on se rend compte, sans surprise, que juste avant les pics et juste après les pics de prix, je parle, on a aussi des pics de volume net qui vont rentrer sur les exchanges. Et les gens, encore une fois, veulent prendre leurs profits, que ce soit ceux qui les prennent un petit peu avant parce qu'ils sont malins ou un petit peu après parce qu'ils sont en retard. Voilà, ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les phases d'accumulation qu'on est dans le rouge de plus en plus. On a de grands pics rouges de sortie des exchanges. Donc ça, c'est tous les gens qui vont accumuler et qui vont poser leur crypto finalement sur leur cold wallet ou qui vont sécuriser ça sur leur ledger ou peu importe, leur paper wallet, tout ce que tu as envie, tous les wallets globalement qui vont être en dehors des exchanges. Et on a à chaque fois, tu vois, sur les débuts de bull run, boum, ces pics nets qui viennent arriver sur les exchanges, notamment ici. On en a eu un beau juste avant le pic de décembre 2017, janvier 2018. On a une grosse entrée, encore une fois, de volume net sur les différents exchanges. Et puis après, ça repart avec une phase d'accumulation ici, comme on a pu le voir avec les instituts et puis avec les investisseurs un petit peu malins. Donc là, oui, on est en bull run. On a eu un premier pic ici de transactions nettes qui rentrent sur les exchanges, finalement qui est important, mais qui n'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé, et notamment fin 2017, début 2018. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, des transactions nettes et même du nombre total de transactions sur les exchanges, on n'a pas l'impression qu'on est sur une surchauffe absolument dingue. On avait également parlé, tu sais, des frais de transaction.
Je te les ai remis ici et pour Bitcoin en rose et pour Ethereum en vert. Contrairement au précédent run, notamment celui de 2018, 2017, fin 2017, début 2018, oui, Ethereum, on a augmenté les frais de transaction très sensiblement du fait de la DeFi, hein, puisque le début de la bulle, de la mode, de la hype, tu appelles ça comme tu veux, de la DeFi, et commence à peu près là. Donc en effet, on est venu engorger le réseau Ethereum, donc on a des frais de transaction qui ont augmenté. Sur Bitcoin, ça n'a pas spécialement suivi. Et puis on voit qu'on est quand même stable, on est même plus bas que le gros pic de hype de DeFi de fin d'année dernière. Donc pareil, pour moi, pas encore péril à l'admeur en l'admeur au niveau des transactions. On n'a pas encore les pics complètement idiots qu'on a pu voir en journalier ici, où le marché devenait bête, hein, le marché devenait débile. Tu vois, on les a eu hein, par le passé. Parfois, tu sais pas pourquoi, tout le monde croit que ça décolle et puis ça décolle pas. Et boum, le marché devient bête. Ça ne nous indique pas que tout le monde se rue, tout le monde veut faire des transactions, du coup les coûts augmentent, du coup il y a une saturation. On ne le voit pas. Et on ne le voit pas non plus au niveau des durées, que je ne t'ai pas affiché le graphique, mais tu le trouveras facilement, et puis on en a parlé sur la vidéo précédente. Les temps de confirmation non plus n'ont pas explosé, n'ont pas super augmenté. On avait parlé également, tu te rappelles, du nombre d'adresses actives. Donc ça, c'est les adresses qui font des transactions, pas celles où il ne se passe rien. Les adresses actives, elles augmentent depuis toujours. Précédent bullrun, explosion, puisque tout le monde veut rentrer, c'est le nouveau truc à la mode, on ne connaissait pas, nouveaux investisseurs. Après, il y a forcément une baisse, puisque capitulation, tout le monde a peur, tout le monde s'en va, sauf les gros qui continuent, et puis les gens qui croient en la technologie, hein, qui continuent d'accumuler. Et on a une belle montée, mais qui est plutôt, on a un range qui est propre, enfin on a un canal haussier qui est propre. On n'a pas encore une fois d'explosion, comme on a pu le voir ici, débile de volatilité sur les adresses actives. Donc ça ne nous raconte pas non plus que tout le monde est en train de se ruer sur les exchanges pour vendre, d'ailleurs ni pour acheter, hein, ni pour vendre en mode je prends des profits vite, c'est le plus haut, je pense que c'est le plus haut de marché, ou au contraire, vite j'achète parce que putain, Bitcoin, je connaissais pas, c'est le nouveau truc à la mode, il faut que je vende ma maison. Donc on n'a ni l'un ni l'autre. Donc pareil, ça n'augure pas pour moi encore un top de marché, encore des arguments à mettre contre finalement le top de marché pour les gens qui croiraient que là, on est sur un top de marché. On avait regardé également Google Trends. Google Trends hein, sur le terme de recherche Bitcoin. Donc, on a la base 100 hein, sur le dernier bullrun, encore une fois, fin décembre 2017. Et puis, on a vu le plus haut de recherche juste avant le plus haut de marché. Donc, c'est intéressant. Là, comparativement, on est à 60, on est monté à 67 points de base, 65 par rapport à la base 100 qu'on a instauré ici. Donc, tant qu'on n'a pas éclaté ce volume de recherche, je ne vois pas pourquoi le marché serait en phase de débilité, puisque en phase de débilité, typiquement, ce n'est pas les acteurs éduqués qui sont en phase de débilité, bien qu'ils peuvent FOMO, etc. Mais ce n'est pas trop les instituts qui vont être en débilité, ce n'est pas trop les mineurs qui vont être en débilité, ce n'est pas trop les investisseurs sophistiqués qui vont être en débilité, ce n'est pas trop ceux qui ont l'habitude de la crypto, même si oui, on risque tous de FOMO. Mais ceux qui vont être en vraie débilité, et ceux qui vont amener la débilité sur le marché, c'est toujours pareil, c'est les nouveaux, c'est les newbies, c'est peut-être toi si tu regardes cette vidéo en te disant putain, le Bitcoin, est-ce que c'est le plus haut, est-ce que c'est pas le plus haut, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois pas rentrer. Et va voir, si tu es dans ce cas-là, les autres vidéos que j'ai pu faire sur les cryptos qui t'expliquent que il ne faut pas rentrer sur un actif vertical et qu'il y a peut-être d'autres actifs qui sont intéressants. Encore une fois, je ne suis pas ton conseiller financier, fais tes recherches personnelles. Maintenant qu'on a vu, là on a le premier axe, si tu veux, c'est l'axe en gros macro, fondamental, c'est celui qu'on vient de voir. Est-ce que oui ou non, on se situe au top de marché? Bon, il y a plutôt des indices, moi, qui me font dire que non. Je pense que tu es d'accord avec ça, j'en sais rien d'ailleurs, tu peux me le dire dans les commentaires. Maintenant, l'axe numéro 2 que j'aimerais amener sur cette réflexion, c'est les institutions, les institutionnels, on en a déjà parlé précédemment, on voit à quel point ils viennent impacter le marché. Et pour faire finalement la transition entre ce fondamental-là de top ou pas top de marché et qu'est-ce que font les institutionnels là-dedans, on a une métrique qui est intéressante, c'est celle-ci. Ça met en avant le supply liquide disponible. Donc en gros, on a un certain nombre de Bitcoin dispo.
sur ce certain nombre de bitcoins dispo et disponibles à l'achat et à la vente, il y en a qui sont holdés, il y en a qui sont, on l'a vu, stockés sur des wallets et qui ne sont pas échangés. Et puis étant donné que les protocoles blockchain et bitcoin sont vachement transparents, on est capable tout simplement de remonter, et c'est tout le travail de Glassnode justement d'aller chercher toutes ces transactions et de mettre ça dans un ordinateur et puis de sortir des graphes, on est capable de remonter et de voir ce qui se passe. Et on est capable de dire ok, ces bitcoins-là, ou ces fractions de bitcoin-là, elles ont bougé, elles n'ont pas bougé. Et après, on est capable de se dire, ok, celles qui n'ont pas bougé, depuis combien de temps elles n'ont pas bougé? Et est-ce qu'elles sont liquides ou est-ce qu'elles sont enfermées en mode réservoir de valeur, en mode investissement long terme? Et c'est ça finalement qui est mis en avant ici. C'est que quand c'est vert, c'est plutôt liquide, on a plutôt une augmentation du supply disponible. Et puis quand c'est rouge, c'est le contraire, on a une contraction du supply et on vient perdre en disponibilité sur le marché. Donc on voit que récemment, et depuis finalement l'été dernier, ça a commencé fort l'été dernier, on a une perte, un assèchement du supply, donc un assèchement finalement de Bitcoin disponible. Et mécaniquement, loi de l'offre et la demande, moins on a de Bitcoin disponible, moins on a de vendeurs qui sont prêts à vendre. Et si en face on a toujours le même nombre d'acheteurs, voire même plus avec le bull run, forcément le prix monte. Il y en a de moins en moins de gens qui veulent vendre, il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter, donc ils vont être prêts à payer de plus en plus cher. Puis les autres, pour vendre, il va falloir poser, c'est tout le principe d'une négociation, c'est toujours comme ça sur les marchés financiers. Donc étant donné qu'on a de moins en moins de supply disponible, ça va aussi dans la thèse du bull run. Par contre, ce qu'il va falloir voir, c'est que en général, en fin de cycle, on a un relâchement complètement délirant justement du supply disponible, ce qui vient faire s'effondrer les prix. Et parce que ce qui vient faire s'effondrer les prix, ce qu'il faut bien comprendre, et je vois souvent des questions de la part de gens peut-être un peu plus débutants, ils se disent voilà, mais pourquoi quand ça monte super fort, et quand ça baisse encore plus fort, et pourquoi on voit des 80%, et pourquoi cette fois-ci, il est possible qu'il y ait encore des moins 80%. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que la thèse, oui, des institutionnels, des institutions, les Tesla, les machins, on ne verra pas un moins 80%. C'est encore une fois une question de disponibilité qui va être enlevée ou mise sur le marché. C'est pas parce qu'il y a des gros qui investissent qu'on ne verra pas un moins 80%. Parce que soit ils vont prendre des profits et mettre massivement sur le marché des bitcoins disponibles, ou soit une masse de retail investors, même s'ils n'ont pas beaucoup finalement par rapport aux gens qui ont des milliards et des milliards, mais s'ils sont tellement nombreux et surtout s'ils décident tous en même temps de remettre leurs bitcoins sur le marché et de les vendre, sauf qui peut parce qu'ils ont peur de la petite correction, de la petite consolidation, voire même d'une baisse du marché où tout le monde va crier parce que là tout le monde est dans l'euphorie, c'est toujours pareil, tout le monde est dans le FOMO, ouais, c'est pas fini, on continue, mais tu vois, le sentiment de marché à un moment il va shifter, il va se renverser. Et quand tout le monde va commencer à crier ah j'ai pris mes bénéfices, ah j'ai peur, ah là là, ah là là, ah là là, et c'est notamment les petits et les plus peureux, parce que les retail, encore une fois, c'est toujours pareil. Tu n'as pas un plan aussi élaboré, constant et en gestion de risque importante comme un instit. Donc du coup, en tant que retail, tu vas être beaucoup plus susceptible de suivre un petit peu le vent, C'est-à-dire que quand tu vas voir partout, faut acheter du bitcoin, c'est la fête, ça explose, j'ai fait 300%, j'ai fait 500%, tu te dis putain, faut que j'y aille. Et puis quand tu vois partout écrit ah au secours, vite, ça baisse, est-ce que le bull run est fini, il y a eu telle mauvaise news, etc. Tu te dis ah putain, ça pue et tu sors. T'as pas un plan établi, correct, et d'où l'importance de faire des plans dont je te parle tout le temps, comme un institutionnel qui lui, quand il a des plans, il a des plans. Donc on a ce danger, si tu veux, peu importe d'où ça vienne, du retail ou de l'instit, de gros coûts de liquidité qui viennent sur le marché, de grandes masses de liquidité, et donc qui viennent faire s'effondrer les prix. Donc ça, il faudra qu'on surveille et la hauteur des pics, et aussi leur intensité, leur instantanéité. Là, tu vois que boum, c'est monté, hop, on ne sait pas, boum, c'est monté super fort, vertical, hop, on ne sait pas, et là, tu vois, ça correspond vachement au plus haut de marché. Et puis après, c'est la dégringolada du prix et la dégringolada aussi des volumes, puisque ici, on a eu les pics de vente principaux. Donc on va surveiller ça. Ça, c'est un très bon indicateur, encore une fois, qui va être psychologique. Et tout ça, ça nous emmène tout doucement vers ces fameux gros investisseurs, les fameuses baleines, les fameux gros, les fameux whales, les fameux institutionnels, qu'on va tous pouvoir mettre finalement sous la même casquette. Ces gens-là ont deux façons d'acheter, trois façons d'acheter.
La première, comme toi et moi, sur les exchanges. Ils se connectent. Bon, alors il y a des exchanges qui sont un petit peu plus, bien sûr, orientés vers eux, hein. Les Gemini, ce genre de choses, les Coinbase Pro, etc. Ils vont se connecter, et puis ils vont acheter des bitcoins comme toi et moi, des cryptos comme toi et moi. Ensuite, on a les OTC Desk. Les OTC Desk, qu'est-ce que c'est? OTC, ça veut dire Over the Counter, ok? Donc en gros, quand ils vont acheter OTC, au lieu d'aller sur un exchange avec la loi de l'offre et de la demande classique que tout le monde connaît, carnet d'ordre, etc., et puis je suis finalement sujet à ce que fait le marché, ils vont passer par un OTC pour éviter cette étape-là. Pourquoi? Parce que quand ici, je veux poser... Tu te rappelles, je t'avais expliqué qu'un gros fonds, un stit, que ce soit hedge fund ou n'importe quel d'ailleurs, n'importe quel type de montage, tu as vite 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 20 milliards, 50 milliards sous gestion. Et quand tu veux mettre 0,5 ou 1% de ces 1 milliard, 10 milliards, 50 milliards dans la crypto pour dynamiser un petit peu ton portefeuille pour tes clients, tu peux pas arriver sur Binance et poser 300 millions dans le carnet d'ordre parce que tu vas complètement le faire exploser et le Bitcoin il va faire un flash up très bêtement, tu vas faire sauter, il va y avoir des problèmes quoi, hein. Tu vas déclencher des take profits, etc. Tu vas manipuler le marché, il va y avoir en plus un problème de corrélation entre cet exchange-là et les autres, puisque là, tu as fait exploser le prix et pas sur les autres. Donc là, il y a tous les gens qui font de l'arbitrage et tous les bots d'arbitrage qui vont rentrer en jeu, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails, on y reviendra si tu veux sur une autre vidéo. Tu n'as pas envie de faire ça très clairement. Ce que tu as envie, du coup, c'est de contacter les exchanges. C'est les mêmes, hein, globalement, qui vont proposer des OTC Desk. Et tu vas leur dire, OK, moi là, j'ai 250 millions à poser sur Bitcoin. OK, j'ai pas envie de faire exploser tout le système, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, tu vas discuter tout simplement avec le desk, et le desk va te dire, OK, tiens, pour des 250, je te propose tel prix. Bien sûr, tu vas payer un premium, hein, ça va être un petit peu plus cher que le marché, quand le marché est bien orienté, et ça va éventuellement être un petit peu moins cher que le marché quand plus personne y croit et que le OTC Desk est bien content de pouvoir faire affaire avec toi. Mais là, dans les conditions actuelles, hein, ça va clairement être un petit peu plus cher que le marché. Donc par exemple, si le Bitcoin est à, comme on a pu le voir récemment, 50 000, toi tu vas avec tes 200 millions OTC, tu vas payer peut-être, je sais pas moi, 50 500, 51 000, 50 250, bref, c'est une négociation par rapport au volume que tu veux envoyer. Puis là, tu vas tout simplement faire un virement à l'exchange et l'exchange va te provide avec tes bitcoins. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est une façon finalement d'acheter un petit peu en snake, hein, un petit peu en dehors des codes. Et ça se fait sur le marché des cryptos, comme ça se fait d'ailleurs sur d'autres marchés, avec les actions, etc. Quand on regarde les volumes, puisqu'on a accès à ces données-là, on voit que les échanges OTC ont été très importants, notamment aux alentours de mai, et puis été, début d'été, fin d'année. Sur cette échelle-là, on voit en gros plus c'est chaud, hein, plus on a de volume d'échanges importants sur les desks OTC. On a une autre vision ici qui nous raconte à peu près la même chose, même si l'échelle n'est pas la même. Et ce qu'on vient voir sur la fin, c'est que y en a de moins en moins. Donc là, ce qu'on peut se dire, puisque globalement, qui achète OTC, hein, j'ai oublié de le dire, mais ce n'est pas les petits investisseurs. Hein. Tu ne vas pas acheter, disons que si tu as accès à l'OTC, aux OTC Desk avec des sommes relativement petites, tu as des OTC Desk qui vont te laisser dealer avec eux avec 20 000, avec 50 000, avec 100 000. Mais le gros du volume des OTC Desk, ce n'est pas des investisseurs à 20 000, à 50 000, à 100 000, c'est des gros investisseurs, notamment des institutionnels, à plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est que finalement, quand on voit ça, on comprend que les institutionnels, ils partent un petit peu aussi des OTC. Donc c'est quand même bizarre parce que on a vu qu'ils avaient la possibilité d'acheter en direct. On a vu qu'ils avaient la possibilité d'acheter OTC. OTC, on voit qu'ils arrêtent de le faire. En direct, on a des indices également quand on regarde le Grayscale. Alors là, celui-là, il est pas très lisible, mais je vais te l'expliquer rapidement. En rose, c'est donc Grayscale, on en a parlé, hein, le plus gros fonds institutionnel Bitcoin au monde qui, globalement, pour le compte de tous ces clients institutionnels qui ne peuvent pas acheter de Bitcoin en direct parce que, justement, on l'a vu, c'est complexe au niveau faire bouger les prix, hein, au niveau de la liquidité, c'est complexe. Au niveau de la législation, c'est complexe parce que dans plein de pays, c'est super... Enfin,
certains fonds ont le droit, certains fonds n'ont pas le droit. Hein, les fonds communs ont plein de régulations différentes et de législations différentes en fonction de comment ils sont constitués, etc. Donc autant certains vont avoir le droit d'acheter en direct ou acheter OTC, d'autres non, etc. Donc certains décident aussi de passer par des fonds eux-mêmes, comme Grayscale. Et Grayscale, on voit là sur la courbe rose que oui, ces holdings, hein, en termes de nombre de bitcoins, augmentent. Donc ces clients, globalement, veulent des bitcoins. Mais on voit qu'on a des plateaux de plus en plus importants et longs. On voit également en bleu, tu as le prix du bitcoin, qui lui, on le sait, il augmente. Et en vert, la courbe verte, là, qui globalement diminue et qui même pour la première fois est passée en négative, c'est le fameux premium. Je te rappelle, on en avait parlé déjà un petit peu plus tôt. Le premium, qu'est-ce que c'est ? Étant donné que ce fonds-là a besoin de gagner sa vie et aussi de se dérisquer sur les sous-jacents qu'il achète, parce que lui, il vend des parts de lui-même, du fonds, mais lui, quand des clients achètent des parts du fonds, c'est pour détenir indirectement du Bitcoin. Donc quand des clients achètent des parts du fonds, lui, le fonds, il faut qu'il achète des Bitcoins. Mais étant donné qu'il y a un risque, parce que entre les deux, il va se passer un peu de temps, peut y avoir des mouvements de marché, et puis faut bien qu'il gagne sa vie, le fonds en question, Grayscale, il va appliquer un premium. Ce premium peut être positif, quand il y a beaucoup de demandes. Récemment, on l'a vu un petit peu plus tôt, il était aux alentours de 4-5%, c'est-à-dire que les gens payaient virtuellement, 4-5% leur bitcoin plus cher en passant par ce fonds-là. Donc les institutionnels, encore une fois, ils étaient prêts à payer 4-5% de plus parce qu'ils veulent à tout prix du bitcoin, mais ils n'ont pas 50 000 solutions. Hein. S'ils veulent passer par un fonds, à part Grayscale, il n'y en a pas 50 000. Donc ils sont prêts à payer un peu plus. On a vu que ce premium, dans une vidéo précédente, était monté très fort par le passé quand il y a eu des coups de semonce du marché avant le début du bull run où tiens on sait pas, etc. On a vu des premiums monter à 10%, 20%, 30%, 40%. Sur le précédent bull run 2018, on a vu que le premium était monté à 60, 80, 100, 120%. Pourquoi ? Parce que tu vois, parfois même les institutionnels deviennent un peu débiles et puis étant donné que tout le monde en veut, Grayscale en tant que fonds doit se protéger de plus en plus en fait. Plus le marché devient débile, et tu vas le voir sur l'ensemble des acteurs sur le marché, c'est toujours pareil. Plus le marché devient débile, plus les acteurs qui provident finalement la liquidité et qui permettent aux gens d'acheter par leur intermédiaire vont se dire « Ouh là là, ça commence à puer là hein ». C'est ce qu'on cherche à faire d'ailleurs sur cette chaîne. Putain, ça commence à puer là. Et si ça se retourne, et si on n'a pas le temps de revendre, et si tout le monde veut sortir en même temps, et si tout le monde veut récupérer sa liquidité, son argent en même temps, et qu'il y a des ordres, machin, dans tous les sens, ça va s'effondrer, bref. Donc pour se protéger, et gagner aussi, tant qu'on y est, un petit peu mieux leur vie, parce que balance risque-rendement, ils augmentent le premium. Et le premium, mécaniquement, va être lié à la demande. Et là, on se rend compte que, dernièrement, le premium, il a un petit peu baissé et pour la première fois depuis très récemment, il est passé en négatif. Donc ça peut nous donner deux indices. Le premier, c'est peut-être un top de marché et les instituts commencent à se détourner du Bitcoin. Mais la théorie ne tient pas parce qu'on voit que les holdings en termes de nombre de Bitcoin sont plutôt plats. Donc il faudrait qu'on voit une baisse pour que la théorie tienne. Donc on n'est pas sur des gens, des institutionnels qui fuient le marché, mais on est plutôt simplement sur une contraction de la demande. C'est-à-dire qu'ils en veulent un peu moins, ils attendent de voir ce qui se passe, et puis on le voit très bien, il y a quand même une belle consolidation avec entre le plus haut et le plus bas de la conso, 20, 25, 30%, je ne sais plus également exactement les chiffres, on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc forcément, ils sont aussi un petit peu sur des œufs, donc il y a une contraction de la demande, du coup, ça vient se répercuter dans le premium et le premium passe en terrain négatif. Ce qu'on va voir, ce qu'on va surveiller dans le futur, c'est est-ce que le premium reste en terrain négatif ou est-ce qu'il repart à la hausse ? Chose importante, et on va le voir aujourd'hui, puisque là, à l'heure où je tourne la vidéo, le marché n'est pas encore ouvert pour Grayscale qui se situe aux États-Unis. Mais je pense, je ne veux pas jouer à Madame Irma, mais qu'à mon avis, aujourd'hui ou demain, il va repasser en positif. Et on va aussi surveiller, est-ce que ils viennent larguer des bitcoins ou pas, et ça sera vraiment le gros indicateur de prise de profit, de manque d'intérêt ou de panique des institutionnels. Mais tant que ce gros fonds, parce qu'encore une fois c'est le plus gros, détient toujours autant et continue d'acheter, voilà, ça ne nous fait pas trop peur. Donc, on a vu les achats en direct, on a vu l'OTC, on a vu achetés par l'intermédiaire de fonds comme Grayscale, et on voit que finalement, pour ces types d'achats-là, on a une contraction. C'est-à-dire que ça fonctionne avec finalement la théorie il y a une respiration de marché, et puis il fallait que ça corrige.
Et même quand on regarde l'intérêt institutionnel, on voit qu'il diminue. Et je te l'ai expliqué plus tôt, c'est quand même l'intérêt institutionnel qu'il faut vraiment surveiller, parce que c'est eux qui ont les millions, les centaines de millions, les milliards, et c'est eux qui vont avoir besoin de notre liquidité, de la liquidité des petits pour sortir. Puisque je te rappelle, si tu n'as pas vu la vidéo, et puis même si tu l'as vu, je te fais un rappel super important, c'est que eux, tu vois, donc le marché, boum, ça commence, up, bull run, etc. Eux, ils achètent dans les périodes pré-bull run, quand c'est flat, ou éventuellement sur les premières confirmations avec hausse des volumes d'augmentation des prix. Donc là, ils achètent, ils sont acheteurs. Et puis, au bout d'un moment, quand le marché devient un petit peu trop débile et qu'on a de plus en plus de retail, donc toi, moi, les petits investisseurs individuels qui rentrent et qui deviennent débiles, hein, puisqu'ils viennent suivre un mouvement vertical et acheter dans le vertical, je te rappelle qu'on n'achète pas dans le vertical. De plus en plus de gens achètent dans le vertical, ce qui fait que c'est de plus en plus vertical. Les bougies sont de plus en plus grandes et verticales, ça augmente, etc. C'est vraiment la définition du bull run. Et eux, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à sortir. Pourquoi? Parce que quand il faut que tu sortes 100 millions, 250 millions, 1 milliard, 10 milliards du marché, si tu sors d'un seul coup, tu vas faire exploser la demande, enfin exploser l'offre, et donc trop d'offres, pas assez de demande, tu vas casser les prix. Donc ça ne t'arrange pas parce qu'après tu vas finir par vendre plus bas. Si tu le fais aussi quand c'est trop plat, c'est pareil, même problème, il n'y a pas assez de demande. Donc tu es obligé de faire du DCA out, hein, c'est-à-dire que tu vas découper tes positions pendant la montée. Et tu vas profiter de tous les petits retail un petit peu trop greedy et FOMO pour sortir et déboucler tes positions. C'est pour ça qu'on surveille autant les institutionnels. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que contraction OTC, contraction carnet d'ordre, etc., etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'intérêt institutionnel. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une rotation finalement entre comment acheter les institutionnels avant et comment ils achètent maintenant. Il y a une rotation qui est en train de se mettre en place et on voit qu'ils achètent de moins en moins OTC, etc., on l'a vu, mais ils achètent de plus en plus via des contrats, enfin via des dérivés. Plein de dérivés différentes, hein. On a les contrats futurs dont on a déjà parlé en long, en large et en travers, on a les options, etc. Cette courbe-là, elle nous montre l'intérêt des achats sur contrats dérivés. C'est-à-dire que tant qu'on est en dessous de 1, ici, on a plutôt des gens qui vont acheter spot, hein, c'est-à-dire qu'ils vont acheter à l'ancienne, le cours, exchange, etc. Quand on dépasse 1, on a une surreprésentation finalement des dérivés et notamment des futurs sur le volume d'achat. Là, on voit qu'on a dépassé 2 fois 1, ici en janvier, et puis là, en ce moment, fin février, début mars. Donc, ça va dans le sens de se dire qu'il y a une rotation en effet des achats des institutionnels qui achetaient en direct, puis éventuellement via des fonds, OTC éventuellement, et maintenant ils utilisent de plus en plus de contrats dérivés et de dérivés au sens large. Et la dernière fois, quand on a parlé des futurs, j'avais expliqué la notion de contango, c'est-à-dire que c'est un petit peu le premium des futurs, hein, ça fonctionne un petit peu de la même façon que le premium qu'on a vu de Grayscale, c'est-à-dire que le prix spot il est là, hein, le Bitcoin il coûte tant, la future je vais l'acheter avec un premium, je vais l'acheter un petit peu plus cher et je vais bloquer mon prix. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui, j'achète à X, okay, admettons à 45 000, et puis j'ai bloqué mon prix jusqu'à l'expiration du contrat. Mais je vais payer un premium, peut-être que le Bitcoin il est qu'à 42, moi j'achète à 45, mais j'achète le droit d'acheter à 45 dans un mois. Et je parie que le prix va monter et qu'il va venir croiser mon prix d'achat. Okay, donc ça c'est une situation de contango. Le prix d'achat est plus haut que le prix spot. Et puis l'inverse, situation de backwardation, quand il y a moins de demande, hein, mon prix d'achat, peut-être j'aurais pu acheter à 40 000 et plus bas que le prix spot. Et puis là on parie plutôt que ça va descendre. Donc, là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours en situation de contango, que le premium, justement, sur ces futurs se situe plutôt aux alentours de 1,50, 1,75. Hein, on est dans ce range-là, hein, on est au-dessus de 1,50. On avait fait une incartade fin d'année, et puis là, on y est depuis un petit moment. Donc, ce qui veut dire quand même que tu es prêt, en tant qu'institutionnel, à payer plus cher. Et souvent on me dit, mais Yann, pourquoi du coup? Les institutionnels,
ils vont pas acheter en direct, ils vont pas acheter OTC, ils vont pas acheter éventuellement Grayscale. Pourquoi ils vont aller vers ce genre de contrat-là qui leur fait, en situation de compte en go, en situation de forte demande du marché, leur fait payer plus cher? La réponse, elle est très simple. C'est tout simplement des problématiques de régulation. Il y a les fonds communs, okay, tous les véhicules qui permettent d'investir en commun, d'accord, que ça soit avec des clients retail qui viennent dans un fonds, et le fonds, bah, il a un gérant, il a un directeur qui va appliquer, un manager qui va appliquer une stratégie, et puis va acheter un certain nombre d'actifs, ok. Mais ce fonds-là, bah, il a une régulation. Il peut avoir d'autres formes, ça peut être uniquement des gros retail dans ce fonds-là, enfin des gros institutionnels dans ce fonds-là qui ont beaucoup plus d'argent, mais pareil, encore une fois, il y a une stratégie et puis il y a des régulations. Et des façons de structurer des fonds, bah, il y en a franchement des dizaines, si ce n'est pas des centaines. Et une partie de ces fonds ne peuvent pas faire ce qu'on appelle du gearing. Du gearing, c'est quoi? C'est je prends la totalité de mes fonds sous gestion, admettons que j'ai 500 millions sous gestion. Okay, moi, j'ai envie d'avoir un peu de levier, okay, parce que je veux faire plus d'argent. C'est quand même logique. J'ai 500 millions, je me dis, tiens, si j'empruntais auprès de divers acteurs, des banques, etc., par exemple, et que j'avais 1 milliard, je pourrais investir plus. Donc, théoriquement, si j'investis plus, c'est que je suis un peu intelligent, je devrais avoir plus de retour sur investissement. Ça s'appelle du gearing. Sauf que certains de ces fonds-là, par exemple celui-là, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il a choisi une forme de constitution qui lui permet de faire certaines choses et pas d'autres. Parce qu'il y a plein de façons de constituer un fonds. C'est un petit peu comme il y a plein de façons d'acheter de l'immobilier en SCI, en direct, en MNP, etc. etc. Donc ils n'ont pas accès à ça. Donc ils vont devoir aller chercher du levier autre part, parce qu'ils veulent quand même faire du levier. Ils sont intelligents, ils se disent tiens, si je fais du levier et que c'est bien géré, attention encore une fois avec le levier, hein, ça reste des professionnels, si je fais du levier et que c'est bien géré, je vais pouvoir gagner plus d'argent. Donc vu qu'ils ne peuvent pas faire de gearing, ils vont aller chercher des produits où ils vont pouvoir faire du levier. Et les futurs sont tout simplement un produit où ils vont pouvoir, 1, faire du levier, et 2, dans un environnement sécurisé, et notamment depuis qu'on a CME qui en propose, qui est le Chicago Mercantile Exchange dont on a déjà parlé en vidéo, qui est extrêmement spécialisé, extrêmement gros, on parle de dizaines de milliards de volumes de transactions chaque jour, extrêmement sécurisé, en tout cas autant que faire se peut, et légalement correctement constitué pour que des gros investisseurs et de gros fonds et des institutionnels avec des dizaines, des centaines de milliards puissent investir dessus. Parce que les gros institutionnels, encore une fois, ils n'investissent pas sur les petites futures de Binance, de Kraken, etc., qui sont une espèce de futur qui a été mis en place. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça ne devrait même pas s'appeler futur. Donc, tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que certains fonds ne peuvent pas acheter en direct. Certains fonds veulent faire du levier, mais ne peuvent pas faire du gearing. Donc, ils vont utiliser un outil à leur disposition, comme si tu veux investir dans l'immobilier, mais tu ne veux pas être à l'IR, tu veux être à l'IS. Donc, tu as une possibilité, tu vas choisir la SCI à l'IS. C'est la même chose, ils vont choisir d'utiliser de plus en plus ces produits-là. Alors, soit ils n'ont pas le choix, ou soit ils choisissent de l'utiliser de plus en plus pour, encore une fois, booster leur retour sur investissement. Et éventuellement se hedger. Bon, après, il y a des dizaines de stratégies différentes, mais qu'est-ce que ça nous apprend de savoir ça? C'est surtout ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce que ça nous apprend de voir qu'il y a cette rotation tout doucement vers ces produits-là? Ça nous apprend que soit ils pensent qu'on n'a encore justement pas atteint cette débilité de marché et qu'il y a des multiples à faire, et donc qui vont se charger un petit peu plus, faire un petit peu plus de levier. Mais encore une fois, hein, ils ne font pas du levier comme toi tu pourrais le faire avec 100% de leur portefeuille. Hein. Ils vont prendre 0,2% de leurs 100 millions et puis appliquer du levier là-dessus. Donc attention encore une fois, allocation. Un petit disclaimer super important. C'est pas le mec qui fait pas 1 x 5 sur la totalité de son portefeuille, ok? Mais voilà, c'est pour ça, très clairement. Donc soit c'est pour faire ça, soit c'est pour se protéger éventuellement, prendre des positions inverses, faire du spread trading, etc. Mais globalement, ils pensent que ça va monter. Ou alors, ils commencent à se dire « Ah, ça commence à devenir un petit peu trop débile, donc je vais prendre des protections, des choses qui vont me permettre, je vais parier sur des sous-jacents qui vont diminuer mon risque, qui vont diminuer mon exposition à la volatilité. » Mais ça ne nous raconte pas que Taïo, sauf qu'il peut, tout ce que tu veux.
Donc ça nous raconte quand même qu'on est dans un cycle de marché qui prend de la maturité. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on l'a vu un petit peu plus tôt, et il y a d'autres indicateurs qui nous le montrent, notamment celui-là, qu'on arrive sur un marché qui prend de la maturité. Et quand je dis qu'il prend de la maturité, qui globalement, là, ce que je suis en train de tenter de te dire, c'est est-ce qu'on n'arrive pas tout doucement vers une fin de cycle? Est-ce qu'on ne se dirige pas tout doucement? Je suis pas en train de dire que ça va s'arrêter demain, mais je suis quand même en train de dire que ça pourrait. Ici, on a le prix en gris, on a les bitcoins qui sont détenus à court terme, donc par tous les gens qui détiennent à court terme, en rose, et à long terme en vert. Puisque, encore une fois, on est capable de savoir qui détient à long terme et qui touche à rien, et détient et fait rien, et qui, au contraire, fait des opérations. Et typiquement, un bitcoin qui est rentré dans un portefeuille depuis moins d'un mois, il est détenu à court terme. Depuis moins de 3 mois, il est détenu à court terme. Donc c'est facile finalement d'extraire ces données-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une inversion entre les holders qui, au bout d'un moment, finissent par vendre, et puis les short term, c'est-à-dire c'est tous les spéculateurs qui viennent acheter pour faire un coup. Pourquoi? Pourquoi tu achètes du bitcoin? On en a déjà parlé. C'est le principe d'une bulle spéculative. Pourquoi tu achètes un actif? Il y a plein de possibilités d'acheter un actif. Tu peux y croire à long terme, tu peux croire en la technologie, tu peux vouloir investir dessus, prendre des parts. Par exemple, je prends une action, une entreprise, tu veux vouloir prendre des parts, monter dans le décisionnel, etc. Il y a plein de raisons d'acheter un actif. Par contre, ce qui définit une bulle spéculative, c'est de ne l'acheter que pour faire de la spéculation. Et de l'acheter massivement, uniquement pour profiter de l'augmentation du prix. En tout cas, c'est la définition de Ray Dalio, qui n'est pas la moitié d'un con, donc on a envie de l'écouter. C'est ce qu'on voit ici. C'est que finalement, on a de plus en plus de gens court terme, donc de spéculateurs qui veulent juste acheter rapidement, et ça vient augmenter, et on vient baisser les long-termistes. Et finalement, c'est marrant, ça vient encore une fois s'inverser pile quasiment au niveau de l'ATH. Donc ça, c'était pour le précédent cycle. Et puis après, forcément, ça s'effondre. Les court-termistes, ils sont plus là, puisque il n'y a pas de situation de bulle, il n'y a pas de situation d'euphorie, c'est tout le contraire. Plus personne croit aux crypto, tout le monde dit ça c'est fini, c'est terminé, etc. Donc eux, ils sont plus là. Et c'est l'inverse, et notamment la smart money, qui elle voit un petit peu plus loin et se dit ouais, c'est encore un cycle, et qui pendant que c'est mort, pendant que c'est tout plat, continue à acheter. C'est ce qu'on a vu un petit peu avant dans cette vidéo. Et début du bull run, re-inversement des courbes, assez violemment. Et tu vois, là, on est là. Donc globalement, on pourrait dire qu'on est quelque part par là par rapport au précédent run. Et que moi, quand je vois cette correction ici, là, cette consolidation ici, ce mouvement de continuation, pour utiliser les bons termes ici, je me dis, est-ce que là, ce qu'on vient de vivre la semaine dernière, c'est pas ça? Ou ça? Alors bon, là, oui, on est moins en avance, donc ça, tu vois, potentiellement, là, mais ça reste un seul indice. Attention, attention à ne pas prendre un seul indice, à le sortir du contexte et à dire « Ah oui, donc on est là ». Non. Là, sur ce graphique-là, on serait plutôt là. Mais sur des dizaines d'autres, on serait plutôt ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on sait, on a plus de chances de savoir comment va se comporter un marché. On espère, en tout cas, c'est tout le but de l'investissement, c'est de prendre plein d'infos et de les compiler. Et attention, encore une fois, au mec qui te dit il va se passer ça. Je suis sûr qu'il va se passer ça, et même qui te raconte l'histoire, tu sais. Et je le vois souvent dans les commentaires. Attention, ça c'est disqualification immédiate. Quand il y a un mec qui dit là ça va baisser jusqu'à temps, jusqu'à la semaine prochaine, et puis dans 15 jours ça va faire ça, ça va corriger, ça va monter, après ça va monter à temps, bullshit. Ou inversement, le mec qui dit ouais ça va monter tout le temps dans un seul sens, etc. Bullshit aussi. Attention, personne ne sait, ni toi, ni moi, ni les instituts, ni la reine d'Angleterre, dans quel sens va bouger le marché, jusqu'à où, jusqu'à quand, comment. Par contre, des gens intelligents, et notamment des gros, et c'est moi, étudier leur comportement qui m'intéresse, et le comportement des gros et le comportement des foules, qui sont finalement à eux tous des gros, qui est intéressant et qui nous permet de savoir à peu près où on se trouve. Donc là, en effet, on voit qu'on se trouverait quelque part par là. Mais on pourrait aussi être par là parce qu'on est un peu en avance, on pourrait aussi être par là parce qu'on est un peu en retard, peu importe. Okay, ça, c'est important à comprendre. Mais ça, c'est intéressant, cet indicateur est intéressant, les court-termistes versus les long-termistes et globalement, comment se comportent les gens. Et ça, on va le suivre. Si on veut aller un peu plus loin là-dedans, on a ici, alors ça, c'est les vagues, les hold waves, donc c'est les vagues de holding finalement. Plus on est dans ces couleurs-là,
violet, bleu, etc. Et plus on détient, les bitcoins sont détenus depuis longtemps, et plus on est dans des couleurs qui vont de plus en plus vers la chaleur, hein, les oranges, les jaunes, les rouges, et plus c'est des bitcoins qui sont détenus depuis peu de temps. Et puis on voit qu'on a des pics de transfert, parfois, de vente ou de transfert entre les différentes catégories. Et ça nous permet quoi? Ça déjà de base, ça nous permet de se rendre compte à peu près qui détient quoi, depuis combien de temps, etc. Mais ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet du coup de se demander, ok, ces gens-là, quand est-ce qu'ils réalisent leurs gains? Quand est-ce qu'ils viennent à vendre finalement? Parce que oui, tu as beau avoir l'information de tel bitcoin, parce que chaque bitcoin, encore une fois, est unique et traçable et facilement, et chaque transaction en tout cas est traçable, donc ça nous permet, une fois qu'on a l'historique de toutes les transactions, alors c'est un bordel monstre hein, sur la blockchain, mais ça nous permet de voir exactement ce qui se passe, et puis d'être capable de fabriquer ce genre de graphe. Et en suivant toutes les transactions, on est capable de se dire, ok, ce wallet-là, ces bitcoins-là, ces transactions-là, elles sont rentrées à un moment sur ce wallet-là, et puis il ne s'est plus rien passé. Il n'y a pas eu de transaction sortante. C'est-à-dire que l'argent est resté là. C'est comme si tu reçois un virement, tu reçois 10 000 euros, et puis ça reste sur ton compte. Et donc on est capable de dire combien de temps ça reste là, et puis on est aussi capable, une fois qu'on voit qu'il y a une vente, de voir au bout de combien de temps c'est vendu, soit transféré, soit vendu. Et c'est ce qu'on voit ici. Et notamment, il y a quelque chose qui est intéressant sur ce graphe-là. Donc encore une fois, plus on est dans le rouge, plus c'est des gens qui détiennent à court terme. Okay, court terme, un peu moins court terme, un peu moins court terme, un peu moins court terme, etc. Et plus on est dans les froids là, et plus c'est long terme. Tu as la légende ici, donc le très très rouge c'est 24 heures, le un peu moins rouge, un jour, une semaine. Ici, une semaine, un mois. Attends, hop, quand je reste dessus, on le voit un peu mieux. Un mois, 3 mois, 6 mois, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça nous apprend? Sur le précédent run, on voit qu'on a eu des pics ici, de vente de la part finalement des gens qui sont le plus short-termistes. Okay, puisque moins de 24 heures, jusqu'à une semaine, jusqu'à un mois, jusqu'à 3 mois. Et ces gens-là ont vendu avant la hausse. Et on a eu 3 pics. Okay, et ce que nous explique Glassnode, en tout cas c'est leur conclusion, c'est que sur ces précédents bull run, et 2011, et 2013, 2013-2014 et 2017-2018, on a eu globalement 3 grandes vagues de gens short-termistes qui ont vendu. Et ça se comprend très bien. Plus tu es short-termiste, plus tu es spéculateur, plus tu arrives sur le marché pour faire de l'argent rapidement, et plus tu arrives tard sur le marché. Donc c'est un petit peu d'ailleurs, c'est marrant, hein, c'est la moins bonne façon d'investir finalement sur un actif aussi risqué, volatile. Tu arrives tard. Et regarde, et ça se comprend très bien psychologiquement. Tu arrives tard, tu veux faire de l'argent très vite, mais c'est très volatile, et plus tu arrives tard, plus tu es proche du potentiel haut. Donc qu'est-ce que tu te dis en tant que short-termiste? Je te rappelle que tu as un prix d'achat super haut. C'est comme maintenant, là, tu avais 2 choix. Hein. Sur le Bitcoin, tu rentrais à 3 000, à 6 000, à 10 000, à 15 000, ou tu rentrais, il y a une semaine ou deux, à 35, 38, 40, 45, 50 000. Donc forcément, plus tu rentres tard, plus tu as peur. Moins tu es en confiance. Donc, plus tu rentres tard, plus tu es susceptible de ne pas holder parce que tu veux faire de l'argent rapidement, ou tu as peur, ou tu penses que ça va se retourner, tu penses que tu es proche du haut du marché. Et donc, c'est pour ça que cette catégorie de holders-là, on voit qu'ils vont vendre sur la montée et relativement proche de l'ATH. Et vu que c'est également eux qui sont un peu, qui arrivent avec la débilité, hein, c'est eux qui arrivent en mode « il faut investir sur le Bitcoin, venez tous, etc. » C'est eux aussi qui sont un petit peu la masse. Et c'est eux qui font le dernier run de débilité qu'on voit quand ça explose, ça explose, ça explose. Et c'est aussi eux qui donnent le top, finalement. Et c'est aussi eux dont se servent les instits, ou dont vont se servir les instits pour prendre des profits. Et sur les précédents cycles, Glassnode a mis en avant là, récemment sur une de leurs études qu'en effet, il y avait eu 3 grands pics. Et que là, on avait vécu le premier pic fin décembre, début janvier, que le deuxième pic qu'on ne voit pas ici est en train de se dessiner, et voire même commence à bien se dessiner, et donc on serait à peu près là. Et quand on voit l'historique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai envie de te dire oui, potentiellement, pareil sur cet indicateur-là, il nous resterait potentiellement un pic. Et ce qui veut dire quand même que
encore une fois, on est plutôt en fin de cycle, enfin en fin de bull run, on est plutôt peut-être la phase juste avant l'explosion finale, plutôt qu'au début. Okay, et ça, je pense qu'on s'accorde peut-être tous à être d'accord là-dessus. Donc la question maintenant, c'est quand va arriver l'explosion finale, à quel point elle va être finale, à quel point elle va être violente, parce que ça se trouve, elle va nous emmener 20 000 de plus, ou ça se trouve, on va faire x3, ça, on ne le sait pas. Après, quand on regarde les graphiques historiques, on va y retourner un petit peu juste en fin de vidéo, on se rend compte quand même qu'on peut se dire que peut-être ça va ressembler à ce qui s'est passé avant, hein, comme d'habitude, étant donné qu'on a vu plusieurs cycles qui se sont comportés de la même façon. Il y a un autre indicateur, on va passer rapidement, mais juste, il nous raconte la même chose. Ça, c'est le spent output. Alors, juste, petit instant culture générale blockchain. Les transactions d'un wallet à l'autre, ok, ça peut être vers un exchange, vers un client, ça peut être un wallet, toi, ton wallet vers le wallet d'un ami, ton wallet vers un exchange, peu importe. Quand on fait une transaction, la façon dont elle est ancrée dans la blockchain, là, on a un output. Okay. Ensuite, quand tu reçois cet output, donc par exemple, bah tiens, un bitcoin, tu as deux choix. Soit tu le spend, okay. Spend, donc tu le dépenses, bah soit tu le spend pas. Okay. Quand tu le spend, on appelle ça un spent output. Okay. Donc les spent outputs sont des transactions qui ont été reçues puis dépensées. Donc dépenser, bah, renvoyer à quelqu'un pour payer quelque chose, ou envoyer sur un exchange pour vendre, etc., etc. Quand on regarde, pareil, la heatmap des spent outputs, on se rend compte que bah, ils sont un petit peu en retard. Et finalement, ça se comprend bien. Sur le précédent run, donc pareil, hein, plus ils sont foncés, enfin là c'est mal foutu parce qu'ils sont, ils sont inversés. C'est-à-dire que plus ils sont foncés, plus ils sont vieux. C'est-à-dire que typiquement, bah là, si je regarde ceux qui ont entre 7 et 10 ans, eh ben, un spent output entre 7 et 10 ans veut dire que je l'avais reçu il y a plus de 7 ans, entre 7 et 10 ans, et puis ce jour-là, le jour où il apparaît sur le graphe, il a été dépensé. Ça veut dire que c'est un mec qui a holdé entre 7 et 10 ans. Okay, et puis là, tu as tout, encore une fois, hein, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, etc. Et là, on se rend compte que finalement, il y a un truc qui est marrant qui se met en place. C'est que les gens qui hold depuis très longtemps, en prenant des grandes durées, genre 5-7 ans, ces gens-là, bah, en fin de bull run, finissent par vendre, mais en retard. Et on le voit ici, hein, globalement. Ici, on a un pic de vente, enfin, en tout cas de spent output, hein. Ça peut être des ventes, mais ça peut être aussi des paiements, peu importe, qui arrive après le pic. Où bah, typiquement, ça commence à redescendre et on se dit « Ah putain, bah, cette fois-ci, non, c'était bien le top, il faut vite que je vende et je suis en retard. » Et avant, pendant la construction du bull run, bah, on a des prises de profit, ici, là. Et en fin de bull run, on a une contraction ici des holders. Et puis, fin de bull run et les gens sont en retard. Et là, on voit un petit peu la même chose qui se passe. On a eu des prises de profit, il y a une contraction et on en est là. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer C'est un indicateur de plus qui ressemble à celui qu'on a vu. On le voit un petit peu mieux ici. Pareil, si je te les mets, tu vois, sur 1 ou 2 ans, ah, ça c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que, regarde, sur 3 ou 5 ans, par exemple, les gens sont très en retard. Pourquoi ? Parce que c'est des holders. Dis-toi, tu hold depuis plus de 3 ans. Donc là, quand le top arrive, bah, tu vois, t'es un peu le mec qui dit depuis le temps que je suis là, j'en ai vu, c'est pas encore le top, etc. Et puis tu finis par capituler, tu vois. Là, on a des gros pics de capitulation une fois que ça descend vraiment, tu vois. Mais là, tu as bien raté le top. Hein. C'est-à-dire que le top, là, il était à 20 000 et quelques. Gros pic ici de vente, on n'est plus qu'à 11 000. Pic ici de vente, on n'est plus qu'à 6 000. Et puis, capitulation finale, on n'est plus qu'à 3 000. Et tu vois, ça rejoint tout ce qu'on disait. Hein. Il est beaucoup plus simple de prendre des profits sur la montée, même si je n'ai pas le top, que chercher à avoir le top, puisque quand ça va commencer à descendre,
bah, à chaque fois, je vais croire que c'est la correction, et puis je vais suivre, jusqu'à un beau jour où je vais me réveiller et je vais finir par vendre bah, finalement beaucoup plus bas que si j'avais pris en prix moyen, que si j'avais pris des profits au fil du temps. Donc encore une fois, super important de prendre des profits. Regarde comme c'est marrant. Les gens qui détiennent entre 3 et 5 ans sont très en retard. Entre 2 et 3 ans, ils sont un peu moins en retard. Entre 1 an et 2 ans, ils sont un peu plus spéculateurs, ils sont encore moins en retard. Entre 6 mois et 12 mois, ils sont... Bah, là, tu vois, il y a une petite variation statistique parce qu'ils sont quand même globalement en retard. Par contre, 3 mois, 6 mois, un peu moins en retard. 1 mois, 3 mois, un peu moins en retard. Et 1 semaine, 1 mois, quasiment le top. 1 jour, 1 semaine, le top. Ah, c'est marrant. Donc, tu vois qu'en fin de cycle, on a de plus en plus de spéculateurs qui viennent et on a de plus en plus de transactions qui ne sont là que pour profiter de la montée, que pour la spéculation pure et dure, la bulle, tout ce que tu as envie. Et c'est là qu'on vient voir les explosions. Et ça, pareil, on va le surveiller parce que là, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que là, quand même, quand je regarde ce graphe, je me rends compte que les spéculateurs, il y en a de plus en plus. Alors on n'est pas encore, on a eu des pics plus hauts, donc on est peut-être plutôt dans la construction de cette hausse, tu vois, on est peut-être plus là, on est ici, là, si tu veux mon avis personnel, mais, tu vois, pour les 1 mois, 3 mois, tu vois, on est où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est là? Il est possible qu'on soit dans ces eaux-là, tu vois. Donc à chaque fois, finalement, tous ces faisceaux d'indicateurs nous expliquent que on est quand même bien lancé dans le bull run et la surchauffe est peut-être pas loin parce qu'elle peut arriver d'un seul coup. Dernier graphe que je vais te montrer. Ça. Alors ça, c'est pareil, c'est un graphe qui a été élaboré par Glassnode, qui est le réserve risque. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ce qu'ils mettent en avant là, par des calculs savants, c'est donc le prix en noir, ok? En orange, c'est le réserve risque, et en rouge ici encadré, c'est la zone de surchauffe de ce réserve risque. Le réserve risque, comment il est calculé et qu'est-ce qu'il définit? En gros, il définit l'opportunité, enfin la vision qu'ont les investisseurs de leur opportunity cost. Et plus il vient en surchauffe et plus il va dans le rouge, et plus les opérateurs de marché ont la sensation qu'ils sont proches du top. Et plus justement, c'est ce qu'on a vu juste avant, on vient voir une surreprésentation des traders, de gens qui ne vont pas holder, etc., et qui sont là en pure spéculation, plutôt que d'investisseurs long terme et de grosses mains et de gros investisseurs. C'est ça que nous montre cet indicateur. C'est la différence, c'est le comportement des opérateurs. Est-ce qu'ils sont là, rapides, précis, j'achète, je vends, je sens que je suis plutôt vers le haut, ou est-ce qu'ils sont là à long terme? Et pour ça, on va regarder, on va partir du principe que quand le marché monte, plus il monte, plus, comme on est en train de se faire là, hein, on se dit tous « Ah putain, ça pue ». Ah putain, on a, là statistiquement, hein, par A plus B, quand on est là, on a plus de chances d'être proche du top, surtout qu'on a dépassé la TH depuis belle lurette, on est beaucoup plus proche d'être au top que là. Et ça, personne ne peut le réfuter, c'est clair et net, c'est sûr que quand on est là, on a plus de chances d'être au top que là. Donc le risque-rendement sur notre investissement, qui je te rappelle est la distance que je risque maximum, donc ma perte maximum, versus le rendement que je vise, donc où je pense sortir, en une fois ou en plusieurs fois, peu importe, mon risque-rendement, il devient asymétrique dans le mauvais sens. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur intelligent, c'est d'avoir, par exemple, une entrée ici, un risque là, et un rendement là. Là, j'ai un risque-rendement qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire que, par exemple, je risque 1 pour gagner 3. Risque-rendement asymétrique, c'est ce que je veux. Par contre, si au contraire, je rentre là, mais je me dis, ça pue, je suis peut-être vers le top du marché. Donc je me dis, je ne vais pas aller chercher trop loin, je vais aller chercher là. Par contre, mon risque maximum, étant donné qu'on est déjà super haut, il est là. J'ai un risque-rendement asymétrique, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, je vais tenter de gagner 1, mais je risque 3. Et cet indicateur-là, ce qu'il nous montre, c'est ça. C'est que finalement, plus il est dans le haut, et plus il va dans le rouge, et plus les gens estiment qu'ils ils ont un opportunity cost important à investir sur le Bitcoin. Et plus ils estiment leur risque-rendement indirectement mauvais, ou potentiellement mauvais. On l'a vu sur tous les précédents bull run, dès qu'on arrive dans cette zone-là, et c'est pour ça qu'elle a été matérialisée à cet endroit-là, on atteint un top de marché. C'est une zone de surchauffe, très clairement.
si on vient zoomer là où on en est maintenant, tac, sur les derniers mois, on n'est pas encore dans cette zone de surchauffe, puisque là, on a la zone d'anti-chauffe. Hein. Je vais dézoomer qu'on la voit peut-être un peu mieux, parce que là, on ne la voit pas. Voilà. Donc on n'est pas encore dans la zone de surchauffe. On s'en approche rapidement. Tu notes que, comme les courbes, comme les prix, à la fin, on vient devenir de plus en plus vertical, de plus en plus parabolique, de plus en plus débile, forcément, hein, puisque si là, on reflète la psychologie des opérateurs de la même façon que le prix, bah, il est clair que ça fait une parabole. Il est clair que quand on a des consolidations, ça consolide forcément, puisque le moral des gens et leur façon d'investir finalement consolide, hein, puisque si les prix font ça, ça veut dire que les gens pensent comme ça. Donc ça, c'est à surveiller. Là, on voit que on est plutôt dans le bas. Donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est loin du top en termes de date? Peut-être qu'on est loin du top en termes de prix, ou inversement, on est proche du top en termes de date. Proche en termes de prix, enfin on ne sait pas comment ça va se calculer, tu vois, tout ça. À combien on va arriver en termes de prix, à combien on va arriver en termes de date. Enfin, où on va arriver en termes de date. Et moi, je t'avoue que ça, c'est peut-être le truc qui me préoccupe le plus. Parce que où est-ce qu'on va arriver en termes de prix? On l'a vu, on en a déjà parlé. Moi, perso, encore une fois, c'est ma vision. Je suis ni conseiller financier, ni ton conseiller, ni quoi que ce soit. Je pense que le niveau... Je suis beaucoup plus réservé que tous les gros qui ont pu dire dans la presse 300 000, 400 000, 500 000, machin, ou que les chaînes sur YouTube qui sont juste en mode supporter, ouais, Bitcoin, 1 million, investissez tous, parce qu'ils ont un biais. Je fais en sorte de ne pas avoir de biais au quotidien, déjà pour moi, et encore raison de plus pour toi quand on discute d'investissement, parce que si déjà moi j'ai un biais et que je te le transmets, c'est compliqué. Donc je fais en sorte de ne pas en avoir. C'est pour ça que je pense que 100 000, c'est déjà extrêmement raisonnable comme target. Ça va être un très gros niveau, extrêmement psychologique, 6 chiffres, etc., la presse, tout ce que tu veux. Voilà, donc moi, ma vision, et on en a déjà parlé sur la vidéo prédiction, c'est que 100 000, c'est déjà vraiment pas déconnant. Par contre, la question, c'est à quelle vitesse ça va arriver. Et... autant je ne sais pas du tout à quel prix on va aller, autant quand on regarde les précédents runs, et notamment en weekly, et notamment celui de 2018 qui est quand même très caractéristique, on se rend compte qu'il y a la construction du run qui vient se mettre en place. On a la grande période flat où tout le monde achète, on a la construction qui vient se mettre en place avec les consolidations au fur et à mesure. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, ça ressemble vachement à soit ça, soit ça, soit ce deuxième... Ah pardon, c'est pour ça que ça ne marche pas, désolé. Soit ici. Donc voilà, après ça reste aussi ma conviction personnelle. Toujours est-il que personne ne peut le savoir. Par contre, quand on arrive sur la parabole, ok, c'est là, c'est pas là, on le sait pas. Quand on arrive sur cette parabole, on se rend compte que la dernière fois, on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse. Quand on va regarder le précédent, qui va être super chiant à aller chercher, puisque je ne l'ai pas préparé avant, voilà. Quand on regarde ce qui s'est passé ici, bon, là, la dernière bougie de méga hésitation, ouais, si, on va la compter quand même. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 éventuellement semaines de parabolique. Quand on vient regarder encore avant ici, 1, 2, 3, 4, 5, allez pareil, peut-être 6 semaines de parabolique. Donc ça pour moi, c'est peut-être significatif. Et on l'avait vu également, on a des bougies de plus en plus grandes. Tu vois, hein, la définition de la parabole, c'est que c'est vertical, que ça n'en peut plus, et que les bougies sont grandes. Là, tu vois, regarde, on a la dernière correction, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va vraiment surveiller cette semaine. Si jamais on est là, enfin, on est dans une configuration semblable, attention au mot qu'on utilise, dans une configuration semblable à là, et que la consolidation qu'on a vue la semaine dernière est semblable à cette bougie-là, et elle est vachement semblable à
attends, je vais tout casser, donc on ira voir après, et tu vas voir qu'elle est vachement semblable. On a eu après, derrière, une englobante, quasi englobante, énorme ici. Et ensuite, accélération, accélération là vraiment, accélération là, accélération ici, sur 5 semaines. Vraiment parabolique, vraiment débile. Et puis là, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais là, tout le monde vendait sa maison, le Bitcoin ne pourra jamais s'effondrer, c'est le nouveau digital gold, c'est le changement de paradigme, les banques vont fermer, tout ce que tu as envie. Donc, moi, je vais vraiment surveiller ça. Je vais surveiller l'histoire des 5 semaines. Et je suis en train de retourner sur mon graphe, que je n'ai pas préparé, je suis désolé. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ici, c'est la fameuse grande méga bougie rouge qui nous a fait peur, là, qu'on vient de voir sur le cycle d'avant, qui était quelque part par là. Et si cette bougie de cette semaine vient faire une englobante ou quasi pour clôturer quelque part par là, et que la semaine d'après, ça accélère fort, je commencerai à avoir vraiment peur. Parce que là, ce qui serait sain là de voir ici, c'est ça. C'est que là, hop, on vient de contracter, on vient hésiter pendant quelques jours, semaines, et que on vient de casser fort, tac, on vient de contracter, on vient d'hésiter, et ça serait sain. Mais le principe d'un bull run, c'est pas ça. Le principe d'une parabole, c'est pas ça, c'est pas d'être sain. Le principe d'une parabole, c'est qu'un beau jour, je sais pas si c'est là ou celle d'après, hein, ça va faire ok, bon, tout le monde va faire c'est cool, tiens, ça repart. Et puis ça va faire tout le monde va faire oh putain, c'est parti. Et là, ça va devenir débile. Là, ça va devenir débile. Donc là, je vais vraiment surveiller ces histoires de 5 bougies et je serai là sur la chaîne pour te le dire. Mais voilà, quelque chose comme ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, avec là, cette englobante ou quasi cette semaine, et une fin là vers 100, 120, non, même pas 120, vers 100. Bah, voilà. Conviction personnelle. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, mais je le sens possible comme ça. Et ce qui sera, et plus, ça va être le mot de la fin, plus c'est vertical, plus ça doit te faire peur. C'est l'inverse. Je sais que quand tu débutes en investissement, plus c'est vertical, plus tu as envie de rentrer parce que tu n'as pas envie d'acheter quand ça descend, parce que tu te dis, je ne vais pas acheter un truc qui descend. Tu as envie d'acheter quand ça monte, parce que tu te dis, j'achète un truc qui monte, j'achète un truc qui va dans le bon sens. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est acheter quand c'est plat ou quand ça descend, et vendre quand ça monte pour prendre des profits sur la montée, exactement comme font tous les investisseurs institutionnels par exemple. Plus c'est vertical, plus ça doit te faire peur. Et là, sur les dernières semaines, qu'elles soient là durant le mois de mars, avril, parce que là, si on va sur ce scénario finalement, mars, 4 semaines, 5 semaines, ça nous emmène mi-avril, ça doit te faire peur. Mais si ça vient consolider, ce qui est tout à fait possible, je ne suis pas en train de dire que c'est le scénario privilégié, que je sais ce qui va se passer, ça se trouve, ça va faire le scénario 1 que je t'ai dessiné un petit peu plus tôt, ça va consolider quelques semaines, casser proprement, reconsolider, etc. Et puis nous emmener été, fin d'été, septembre 2022, qui sait? J'ai de grands doutes, mais qui sait? Mais là, ça fera moins peur, parce que ça sera moins vertical. Et ça témoignera d'une moins débilité des différents acteurs du marché. Okay, donc on va encore une fois surveiller ces indicateurs. Et voilà le mot de la fin, qu'on est pour moi en milieu de bull run, voire même dernier tiers de bull run, et que ce que j'attends moi pour commencer à prendre des profits très clairement et commencer à découper mes sorties, c'est une débilité, une parabolisation du marché. Ce qu'on a vu pour Bitcoin est vrai également pour les alts, mais va arriver plus violemment, puisqu'on l'a déjà vu, hein, les alts sont en retard, mais souvent elles sont plus violentes. Souvent elles décalent après, parce que là on le voit, hein, on en a qui sont encore bien basses, Bitcoin a déjà fait bien du vertical, Ethereum a déjà fait bien du vertical, il y a plein d'alts. Bon, il y en a qui ont déjà fait bien du vertical, puis il y en a aussi qui en ont fait moins. Il va y avoir un mouvement de rattrapage, il va y avoir aussi un mouvement, tu sais, tous les spéculateurs dont on a parlé dans le Bitcoin, ils ne sont pas que dans le Bitcoin, hein. Parfois il va y avoir un dégueulage de l'argent dans les alts, où les gens se disent putain, là, ce qu'on analyse nous, il analyse aussi. Hein. Bitcoin, peut-être qu'on est près du haut, peut-être que c'est un peu trop vertical. On va aller investir dans des alts et donc les alts viennent rattraper, exploser et casser encore plus violemment. Donc attention également à cet effet de rotation finalement, de dégueulage de l'argent dans le reste du marché.
Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, on se revoit très bientôt, on va suivre tous ces indicateurs quoi qu'il arrive et on va être transparent, en tout cas moi je vais être transparent par rapport aux différentes prises de bénéfices qu'on peut faire et également sur le portefeuille qui n'était pas le sujet du jour des alts qu'on a constitué ensemble l'autre fois. Tiens, je te mets toutes les vidéos dont j'ai parlé là dans les notes et les commentaires, les notes de l'épisode, etc. Je te dis à bientôt, ciao!